Tu voulais la vue sur la mer. Tu t'attendais pas à voir l'océan sous ton balcon, hein? Quoi de plus beau et mystérieux que les fonds marins? Le Monde de Nemo, 5e film du studio Pixar, nous embarque dès les premières secondes dans une aventure qui n'est pas de tout repos. Entre ses créatures marines variées, ses scènes riches en rebondissements et ses décors immersifs, le Monde de Nemo est sans aucun doute l'un des meilleurs Pixar. Découvrons alors les origines de la création du plus célèbre des poissons clowns. Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour le 33e épisode de Storygin. Ne jamais sous-estimer l'imagination d'un enfant. Nous sommes dans les années 70 et le petit Andrew Stanton, comme tous les enfants, se pose des questions. Et alors qu'il est chez le dentiste, il aperçoit un aquarium et il observe les poissons qui se déplacent à l'intérieur. Il s'imagine que ces poissons vivaient avant dans l'océan et qu'ils ont sûrement envie d'y retourner. La petite graine est plantée et elle ne va germer que 20 ans plus tard. On est en 1992, Andrew est maintenant père de famille et il travaille depuis 2 ans chez Pixar. C'est alors qu'il amène sa famille à Marine World, un parc animalier, qu'Andrew va avoir une première révélation. Au moment de traverser un tunnel de verre entouré par des requins, il réalise que le monde marin pourrait être le cadre parfait pour un futur film d'animation. Bon, poser un cadre c'est une chose, mais pour faire un film il faut une histoire quand même. Et celle-ci ne va se dessiner que 5 ans plus tard, en 1997, alors qu'Andrew promène son fils dans un parc. Andrew va être surprotecteur et presque un peu parano au point de regretter plus tard de n'avoir pas vraiment profité du moment avec son fils. Marqué par cette expérience, Andrew a trouvé l'histoire à raconter pour son film qui va se dérouler dans l'océan. Leon Critch le rejoint alors en tant que co-réalisateur et Le Monde de Nemo commence sa pré-production cette même année. I always believe in research. No matter what the subject matter is, you cannot do enough research. On veut faire un film qui se passe principalement sous l'eau, la première préoccupation c'est donc comment on fait comprendre aux spectateurs qu'on est actuellement sous l'eau. Les équipes de Pixar vont comme d'habitude déployer les grands moyens pour comprendre et décortiquer ce sujet. Ils vont faire de la plongée, prendre des cours de biologie marine et d'océanographie. Et ils ont même pris des cours d'ichtyologie. Ouais, en fait, c'est juste la science qui étudie les poissons, voilà, t'as appris un mot, c'est cadeau. Mais dans ce film, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas que des poissons. C'est pour ça que les animateurs ont également étudié comment se déplacent les méduses, les tortues ou encore les pélicans. Après des mois de recherche et développement, les équipes de Pixar atteignent déjà un niveau de réalisme qui est indiscernable de la réalité. Ironiquement, ils ont été obligés de réduire un peu ce réalisme pour retrouver l'idée qu'on regarde un film d'animation dans un monde fictif. Dans la continuité de Mille et une pattes, Pixar a compris que pour représenter la nature et la rendre attrayante en animation, il faut la simplifier. La faune et la flore marine, c'est tout plein de variations de formes très complexes. Et c'est sur cette idée que les récifs coralliens vont être modélisés sous 3 formats en volume simple. Une forme grande et fine, une plus grosse et aplatie, et une avec des masses plus rondes. En mélangeant les trois, on obtient un environnement à la fois beau, riche et lisible pour le spectateur. Parlons maintenant des personnages. Pour son protagoniste, Andrew Stanton savait qu'il lui fallait un poisson, mais lequel ? Il s'est donc mis à bouquiner des encyclopédies d'animaux marins, à passer en revue plusieurs espèces, et il s'est arrêté sur le choix du poisson clown. Un poisson haut en couleur qui cherche à garder sa famille à l'abri dans leur anémone de mer, ce qui colle parfaitement à son idée d'un père surprotecteur. Il reste maintenant la question du design de ses personnages. Un poisson ça a des yeux sur les côtés, ça n'a pas de paupières, et évidemment ça ne parle pas. Alors sur cette base très limitée, comment réussir à créer un design expressif et auquel on peut s'attacher ? Il va falloir bien sûr un peu tricher. Une inspiration a été l'expressivité qu'on retrouve sur les chiens. Juste avec des petits mouvements de sourcils, un chien peut nous transmettre pas mal d'émotions. Ainsi, les designs des poissons ont été pensés pour avoir comme des sortes de sourcils, mais sans les poils du coup. Maintenant qu'on a des beaux personnages bien dessinés, on va les passer en 3D et c'est là que les problèmes arrivent. À commencer par leurs textures, qui sont pour le coup bien particulières. Alors à votre avis, comment on peut observer les textures d'un poisson au plus près ? Des poissons morts. Ils sont allés chez le poissonnier et ils ont récupéré des poissons morts. En les passant sous différents éclairages, ils ont pu vraiment comprendre et reproduire les différentes textures des poissons et leur manière de réagir à la lumière. Ensuite, ils ont volontairement suréclairé les personnages dans certaines scènes en accentuant leur luminescence pour les faire ressortir du décor. C'est d'autant plus le cas avec Dory qui est principalement bleu, une couleur qui peut vite se confondre dans le bleu de l'océan. Les différentes textures des poissons, c'est littéralement les textures les plus complexes que Pixar ait eu à créer jusqu'ici. Et comme sinon ça serait trop facile, les scènes à l'intérieur de l'aquarium ajoutent une complexité supplémentaire. Avec des histoires de réflexion, réfraction, ça n'est pas si simple de trouver la bonne manière de juste filmer des poissons dans un aquarium. On peut d'ailleurs se demander si ces galères de reflets n'ont pas été l'inspiration qui a poussé Pixar à créer le personnage de Deb, un poisson qui pense avoir une sœur jumelle quand elle voit son reflet dans la vitre. Ou si je ne suis pas là, tu peux t'adresser à ma sœur, Flo. Salut, toi, ça va ?
Comme pour chaque nouveau film en 3D à cette époque, le monde de Nemo a eu son propre lot de défis techniques à relever. Déjà, contrairement à ses prédécesseurs, le décor ici n'est pas immobile. Dès qu'on est dans l'eau, tous les éléments sont tout le temps plus ou moins en mouvement. Heureusement, avec des simulations, tout ça peut souvent être automatisé. Mais voyons un exemple concret avec les anémones de mer. Au tout début, les tentacules des anémones sont simulés avec des poils de Sullivan du film Monstres et compagnie. Ce ne sont donc ni plus ni moins que des cheveux modifiés avec une gravité inversée pour les faire aller vers le haut. Bien sûr, au fil de la production, la simulation gagne en complexité. À la fin, les tentacules sont automatisés pour que dès qu'un personnage les traverse, elles s'écartent juste assez pour le laisser passer. L'outil laissera quand même quelques bugs à corriger à l'animation, mais c'est déjà un sacré gain de temps. Le monde de Nemo, c'est aussi l'un des premiers films d'animation à devoir représenter l'eau et plus précisément la surface de l'océan en 3D de manière réaliste. Parce que faire une surface immobile qui ressemble à de l'eau, c'est une chose, mais ici on parle d'une mer agitée avec ses vagues, ses remous, ses éclaboussures, bref, c'est beaucoup plus compliqué. Le vrai défi a donc été de bien gérer la transition entre l'eau qui bouge en un seul fluide solide et les particules qui vont se disperser à chaque éclaboussure. La scène dans la bouche de la baleine a ainsi été l'une des plus compliquées pour le département des effets spéciaux. Pour ce qui est des bancs de poissons, Pixar a utilisé un outil nommé Pisces, un outil permettant de faire des simulations de foule. Ça leur a servi pour plusieurs scènes dans le film pour des groupes allant de 5 jusqu'à 2000 poissons. L'outil n'étant là aussi pas toujours parfait, l'idée a été de mettre exprès trop de poissons pour ensuite éliminer ce qui était défectueux. Et après 2 ans de pré-production suivi de 3 ans et demi de production, Finding Nemo voit le jour le 30 mai 2003 aux États-Unis. Sur un budget initial de 94 millions de dollars, il récoltera plus de 940 millions au box-office mondial. C'est tout simplement un x10. Le film tient ses promesses, c'est une aventure sous-marine palpitante, immersive, drôle et créative. Avec de nombreuses séquences marquantes, c'est un film généreux qui n'hésite pas à exploiter toute la richesse du monde marin. Accompagné en plus par les merveilleuses musiques de Thomas Newman, l'impact émotionnel du film en est décuplé. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur le monde de Nemo. On l'a vu, le monde de Nemo a eu du succès, mais à quel point? Déjà, à sa sortie, il devient le film d'animation le plus rentable de tous les temps. Ensuite, il remporte en 2004 l'Oscar du meilleur film d'animation face à Frères des Ours et Les Triplettes de Belleville. Nemo est bien sûr décliné dans tout un tas de produits dérivés, mais la stat que je trouve la plus étonnante, c'est que le film détient actuellement le record du DVD le plus vendu de tous les temps. On parle de 38 millions d'exemplaires vendus. Donc ouais, Nemo c'est définitivement un gros poisson. Bon, le succès du monde de Nemo, il a aussi eu quelques conséquences malheureuses, notamment aux États-Unis. Il a en fait poussé de nombreuses personnes à vouloir un poisson clown comme animal de compagnie. Cette grande demande a entraîné une augmentation de la chasse sous-marine pour réapprovisionner le marché en poissons clown. Plusieurs récifs coralliens ont pour ainsi dire été pris d'assaut et des plongeurs ont même rapporté ne plus voir de poissons clown pendant leurs explorations. L'ironie, c'est que le film essayait justement de pointer du doigt l'impact négatif de l'homme sur la nature. Mais ce que beaucoup ont préféré voir, c'est le plaisir de posséder son propre Nemo à la maison. En 2003, l'auteur français Franck Le Calvez traîne en justice Disney et Pixar. Il les accuse d'avoir plagié son livre pour enfants Pierrot le poisson clown publié 1 an avant le monde de Nemo. Il trouve plusieurs similitudes entre les personnages et il demande l'interdiction de la diffusion de certains produits dérivés. Mais la conclusion du procès ne va pas vraiment sourire à Franck. Il n'aurait en fait déposé sa marque qu'en février 2003 alors que les premières images de Nemo étaient déjà diffusées l'année d'avant. Au final, l'éditeur du livre sera condamné à verser 38 000 € de dommages et intérêts ainsi que 23 000 € pour rembourser les frais de justice. Une attaque qui tombe à l'eau. Et c'est sur ce dernier fait assez cocasse que s'achève ce Storyjin. J'espère qu'il vous a plu, c'est une œuvre qui avait été pas mal demandée et après des épisodes assez variés, j'avais envie de revenir sur du film d'animation. Tu peux à ton tour suggérer en commentaire les prochains personnages ou œuvres à aborder dans ce format. Et pour ne pas louper le moment où je vais en parler, tu peux t'abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Je vous recommande cette vidéo pour découvrir une théorie flippante liée au monde de Nemo, comme ça on reste dans le thème. Et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine. élégant.